rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. La Guinée ambitionne de construire le plus grand chantier naval d'Afrique de l'Ouest. Le ministre des Transports et les cadres du département étaient sur le site. Un autre projet d'envergure, symbole de souveraineté économique. Focus dans un instant sur le fonctionnement des écoles mixtes et étrangères en Guinée. Les cadres du ministère ont visité plusieurs établissements privés de Conakry. Ils ont 15 jours pour évaluer les programmes enseignés dans ces écoles. Moment de célébration et de reconnaissance pour les handballeuses guinéennes. Leurs médailles ou trophées sont présentés aux autorités sportives du pays. C'est le fruit de leurs exploits lors des compétitions africaines. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le ministère du Travail et de la Fonction publique mène actuellement une série de consultations en vue de réformer l'État et de moderniser l'administration. Une importante rencontre vient de réunir les bureaux de stratégie et de développement des différents ministères autour de la planification des projets et politiques publiques. L'objectif est de renforcer la cohérence et la performance de l'action administrative. Mamadi Terna Kamisoko, Mohamed Sherif Kamara. C'est l'une des rencontres les plus stratégiques parmi les ateliers thématiques organisés par le ministère du Travail et de la Fonction publique dans le cadre du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique PREMAP. Placé sous le thème « La chaîne de planification des projets, programmes et politiques publiques en République de Guinée », cette rencontre met au centre des échanges les animateurs des bureaux de stratégie et de développement BSD des différents départements ministériels. Nous sommes aujourd'hui en train d'organiser la 12e et la dernière thématique qui est consacrée sur la chaîne de planification des projets, programmes et politiques publiques en République de Guinée. Je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses félicitations au ministère du Travail et de la Fonction publique pour l'organisation de cet atelier dans le cadre de l'élaboration du programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration publique, qui d'ailleurs s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À travers le programme de développement socio-économique durable et responsable, Simandou 2040. Le rendez-vous regroupe plusieurs cadres de l'administration publique, des partenaires sociaux ainsi que des experts nationaux autour d'un objectif commun. Renforcer la cohérence, la performance et l'efficacité de l'action publique dans un contexte de modernisation de l'État guinéen. Qu'il faut repenser, revisiter, questionner toutes les grandes fonctions du fonctionnement de l'État et de l'appareil administratif. Ces ateliers ont consisté à examiner des fonctions en lien avec le développement rural, des fonctions en lien avec le développement social, des fonctions régaliennes de l'État, les fonctions de gestion budgétaire et financière, les fonctions de gestion des ressources humaines de l'État, les fonctions relatives au contrôle de l'action publique. Pilotée par la Direction nationale de la réforme administrative, cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement visant à rendre l'administration guinéenne plus performante, plus cohérente et davantage orientée vers les résultats. Dans l'actualité encore, la rentrée judiciaire 2025-2026 est officiellement lancée en Guinée. Après la pause pour des vacances judiciaires, les acteurs du secteur se sont retrouvés ce 13 octobre autour d'un cocktail organisé par le barreau de Guinée, placé sous le thème « Profession unie et justice renforcée ». Cette rencontre marque la volonté de redynamiser le système judiciaire à travers le dialogue et la réflexion sur les grands défis du secteur. Akarami Kamara, Tierno Younoussaba. Après les vacances judiciaires, le barreau de Guinée organise ce cocktail à l'intention de la famille judiciaire. Ce rituel marque la reprise officielle des activités judiciaires. 2025-2026 est donc placé sous le thème « Profession unie et justice renforcée ». Nous avons tenu à préserver ce moment de rencontre, de convivialité et de réflexion partagée. Un cocktail de rentrée qui se veut un espace de fraternité, de dialogue et d'échanges entre avocats, magistrats, ordre professionnel et auxiliaires de justice.
La cérémonie a réuni les autorités judiciaires, parmi lesquelles le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi que l'ensemble des acteurs de la famille judiciaire. Tous se sont retrouvés pour débattre des enjeux liés à la revalorisation et à la qualification du secteur de la justice. À l'occasion de ce cocktail de rentrée de barreau de Guinée, moment de rencontre et de convivialité, mais aussi de réflexion collective sur nos missions respectives au service de la justice et de l'état de droit. Le ministère de la Justice mesure pleinement la valeur de cette contribution et reste disposé à travailler étroitement avec le barreau pour améliorer ensemble la qualité du service judiciaire, renforcer la formation continue et veiller au respect mutuel entre toutes les composantes de la justice. Ces défenseurs des droits ont lancé un appel à l'ensemble de l'appareil judiciaire pour une collaboration franche dans le but de renforcer la fiabilité et la crédibilité des procédures judiciaires, condition essentielle pour restaurer la confiance des justiciables. La Guinée veut frapper un grand coup dans le secteur maritime. Notre pays ambitionne en effet de construire le plus grand chantier naval d'Afrique de l'Ouest. Le ministre des Transports et les cadres de la Société navale guinéenne sont allés visiter le site qui doit abriter cet ambitieux projet, un projet qui marque un pas de plus vers le rayonnement économique de notre pays. Abraham Christophe Conté pour des explications. C'est sur ces côtes de plus de 50 hectares que le gouvernement guinéen ambitionne construire le plus vaste chantier naval d'Afrique de l'Ouest. À bord d'un bateau, le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, visite le site accompagné des cadres de la Société navale guinéenne. Avec ses atouts géographiques marins et l'ouverture prochaine du port de Moribaya, la Guinée, en partenariat avec des investisseurs chinois, lance ce projet d'intérêt national sur ses côtes maritimes. Un chantier situé dans la préfecture de Boké, au bord du fleuve Kognon. On avait engagé des études pour l'identification sur les côtes guinéennes des endroits les plus appropriés pour développer cette industrie qui manque dans notre sous-région ouest-africaine et qui, compte tenu du développement du secteur maritime avec la mise en route du projet de Simandou et aussi l'accélération de l'exploitation de la bauxite, il est plus que nécessaire aujourd'hui de développer les chantiers navals pour l'entretien et la maintenance des navires. Ce complexe devrait disposer des infrastructures de pointe pour la construction et la maintenance des navires de toute taille. C'est un chantier immense qui serait le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, sinon du continent, et qui pourrait jeter les bases de la future industrialisation de ce pays. Les premiers chantiers devraient être livrés à l'horizon de 2 ans, donc 2029, les premiers chantiers pour les réparations, et puis 5 ans plus tard, ce sont les chantiers de construction qui vont pousser ici avec tout un arsenal de micro-industries qui vont naître dans ce domaine. Ce projet est porté par le ministère des Transports, Winning International Group et Winning Africa, positionnent la Guinée comme un futur hub maritime de référence en Afrique de l'Ouest. Merci Abraham Christophe Conté. Nous allons à présent vous amener à Gougoudjé, dans la préfecture de Télémélé. La localité est engagée dans un véritable élan de développement économique et social. La mobilisation des fils ressortissants aura permis de réaliser plusieurs infrastructures sociales de base, des actions citoyennes et concrètes qui contribuent ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations. Mamadou Saliouba. Au pied de cette chaîne de montagnes verdoyantes, la commune rurale de Gougoudjé, de la préfecture de Télémélé, engagée dans une dynamique de développement économique et social, la localité connaît une transformation progressive grâce à la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. Des actions portées par les fils ressortissants et résidents. Depuis des années déjà, et à travers des associations non gouvernementales, ils ont œuvré dans le cadre du développement, sur tous les aspects. Donc s'ils viennent aujourd'hui se constituer en un mouvement
pour accompagner toujours les actions de développement de la commune rurale de Gougoudjé. Ça nous réconforte à plus d'un titre. Pour maintenir cette dynamique, les membres du mouvement appellent à une mobilisation accrue et à un engagement collectif en faveur du développement local. Il faut reconnaître qu'il y a eu des infrastructures qui ont été réalisées grâce aux œuvres du général. Nous comptons d'abord venir à la base, passer de maison en maison, remonter, rencontrer tous les ressortissants de Gougoudjé pour les amener à comprendre que c'est l'union qui fait la force. La population de Gougoudjé est reconnue par sa probité. Elle est là, c'est une population paisible, calme, qui évolue dans l'unité, dans la paix. Sur la place publique de la commune rurale, plusieurs intervenants se sont succédés pour inviter les populations à l'unité et à l'engagement personnel dans l'œuvre de développement communautaire. Au cours de ce rassemblement, les habitants de Gougoudjé ont aussi salué et mis en exergue les projets réalisés dans la localité par le CNRD. Et pendant ce temps, le suivi de la campagne agricole se poursuit dans la savane guinéenne. Après l'étape de Kankan, les acteurs sont à Sigiri pour encourager les paysans leaders. Seke Kolenda, l'un des greniers de Mandembere, vient d'accueillir la mission de supervision pour recenser les grandes préoccupations des agriculteurs. Yamokaba. Très proche de Bamako, Seke Kolenda est un district de Doko dans Sigiri. Au-delà de ses potentialités minières, Ségué est aussi un grand bassin de production. Au compte du suivi de la campagne agricole, on retrouve des paysans aux convictions vertes qui redonnent du sens à l'agriculture. Ici, ces plants de maïs et du riz bien colorés poussent de façon rassurante. Mais depuis le lancement de la campagne, nous sommes sur le terrain, à la recherche des problèmes auprès des producteurs. Mais je vous avoue que Sigiri, c'est une grande zone de production par excellence. Là où nous sommes, ils ont eu à réaliser 94 hectares de maïs. Ça, c'est différent du riz. Et vous-même, vous voyez comment le semis est fait. C'est-à-dire, toutes les opérations agricoles sont respectées. Les personnes ressources à Sigiri qui sont dans les champs et ne sont pas dans les mines, tels que vous voyez aujourd'hui. Il y a des gens ici qui sont prêts à travailler, mais c'est les matériels qui nous manquent. Derrière ces résultats satisfaisants, l'appui du gouvernement suivi à la loupe par le conseiller agricole de la localité. La moisson est pleine de promesses pour accroître la prévision et augmenter le revenu des paysans très passionnés. L'année dernière, nous avons gagné 6 000 sacs de maïs avec nos moyens rudimentaires. Si on avait les machines, on aurait gagné plus. L'accessibilité au périmètre maraîcher, le manque d'outillage et de formation restent les principaux obstacles pour appuyer la politique agricole. Ici, à Ségué Kolenda, l'agriculture est la meilleure alternative pour lutter contre l'orpaillage illégal qui a des effets dévastateurs sur des domaines cultivables. Et voilà qui nous amène à parler de la lutte contre l'insécurité alimentaire au niveau national et régional. Un atelier de renforcement de capacité des points focaux du cadre harmonisé s'est récemment tenu à Conakry. Il était question d'améliorer la qualité des analyses et la coordination entre les acteurs pour une réponse plus efficace aux crises alimentaires. Suleiman Kaba et Marouane Kamara. C'est dans cette atmosphère studieuse que les points focaux du cadre harmonisé venus des différentes régions du pays se sont réunis pour cette session de renforcement d'aptitude. Durant 6 jours, ces techniciens vont renforcer leurs compétences en analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un outil régional adopté par les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest afin d'anticiper les crises et de proposer des réponses adaptées. C'est d'analyser de façon objective le phénomène de sécurité alimentaire et nutritionnelle et faire des recommandations pour aider les autorités à la prise de décision. Développé par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et ses partenaires, ce renforcement de capacités s'inscrit dans la dynamique régionale d'amélioration continue du système d'alerte précoce. Il a été plusieurs fois recommandé pendant les analyses du CH pour tenir un atelier de renforcement des capacités de la cellule nationale. À l'issue de ça, les informations ont été remontées au bureau pays et au bureau régional. Et le PAM Guinée est disponible et nous sommes prêts à soutenir financièrement et techniquement. C'est une méthodologie régionale commune qui permet de
d'identifier les zones et populations en insécurité alimentaire, classer la gravité de la situation en 5 phases, allant de minimale à famine, catastrophe, fournir des analyses essentielles, consensuelles, comparables dans le temps et entre pays. Cet engagement collectif contre l'insécurité alimentaire consolide le rôle du cadre harmonisé comme outil de référence pour la prise de décisions au niveau national et régional. Au même moment, un nouveau chapitre s'ouvre pour l'administration douanière à Zérekoré. C'est dans une ambiance solennelle que le nouveau directeur régional des douanes a pris fonction. Une cérémonie de passation de service empreinte de reconnaissance et de convivialité. Une cérémonie qui marque surtout la continuité du service public. Mohamed Saliou Paye et notre équipe en Guinée forestière. Ils étaient nombreux à se mobiliser pour ce moment fort. Autorités locales, cadres régionaux, services de défense et de sécurité, le patriarche de Zérekoré, ainsi que les représentants des 9 communautés de la commune urbaine. Tous sont venus témoigner leur soutien et leur reconnaissance à une administration en pleine transformation. Nous sommes contents du directeur sortant parce qu'il a œuvré, il a rempli ses fonctions dans l'honneur et la dignité. Votre passage à la tête de cette direction a été marqué par des grandes réalisations infrastructurelles. La construction, la réhabilitation et l'équipement de plusieurs postes et bureaux frontaliers. Sous son leadership, plusieurs chantiers ont vu le jour dans les postes frontaliers, traduisant sur le terrain la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, en matière d'une administration douanière plus efficace, modernisée et proche des réalités locales. Pour les 9 mois de l'année 2025, nous avons eu à réaliser 58 milliards 591 752 022 francs, soit un taux de réalisation globale de 158,04%. Je viens à Zérekoré pour accomplir une mission, celle de mobiliser des ressources pour l'État, mais aussi de protéger les citoyens, protéger l'économie de notre pays. Et pour accomplir cette mission, je tends ma main collaborative à tous les cadres de la région. Cette passation de service ouvre une nouvelle ère pour la douane régionale de Zérekoré, appelée à poursuivre sur la voie du professionnalisme et de l'excellence administrative. Cérémonie solennelle également à la base aérienne principale de Conakry. L'école de l'air a célébré la sortie de 2 promotions. Au total, ce sont 130 stagiaires qui ont obtenu leur certificat d'initiation à l'environnement aéronautique, tandis que 35 autres ont décroché le brevet supérieur des commandos fusiliers de l'air, une étape importante dans le processus de renforcement des capacités opérationnelles de l'armée de l'air. Caporal Sassa Tolno. Située dans l'enceinte de la base aérienne principale de Conakry, l'école de l'air accueille une cérémonie solennelle marquant la fin de la formation de 2 promotions. Il s'agit de la 7e promotion du certificat d'initiation à l'environnement aéronautique et de la 2e promotion du brevet supérieur des commandos fusiliers de l'air. Après 4 mois d'intenses activités, ils reçoivent leur précieux sésame. L'école de l'air est plus qu'une simple école. C'est un lieu d'excellence. Vous avez appris à repousser vos limites, à développer vos compétences et à renforcer votre esprit d'équipe. Vous avez également acquis les valeurs qui fondent notre institution, l'honneur, le courage et le sens du devoir. Cette formation initie les stagiaires aux principes fondamentaux du fonctionnement d'une base aérienne, à la coordination des activités au sol et à la sécurité des vols. La mise en œuvre de ces formations n'est pas une simple activité académique. Elle traduit une volonté claire, préparer l'armée de l'air à relever les défis opérationnels actuels et futurs. Les fondamentaux de l'aéronautique militaire, la sécurité aérienne, la météorologie et les spécialités en combat rapproché, l'intervention en milieu hostile sont des modules enseignés aux stagiaires. Étant un futur CDE, on sait maintenant quel est le rôle d'un chef d'équipe. On a tout appris pendant la formation. Les certificats que vous recevrez aujourd'hui témoignent non seulement
l'ensemble des connaissances acquises, mais aussi du travail rigoureux et de multiples efforts consentis durant ces derniers mois. C'est par un défilé militaire suivi des démonstrations tactiques et de l'inauguration officielle du fronton de l'école de l'air que cette cérémonie a pris fin ici à l'école de l'air. Voilà pour ces belles images. Une question maintenant. Comment fonctionnent les écoles mixtes et étrangères en Guinée? La problématique intéresse particulièrement la Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé. Ce mardi, les cadres de cette direction ont sillonné plusieurs écoles privées de Conakry. Ces cadres ont 15 jours pour évaluer le programme enseigné et pour dresser le rapport de leur constat. Abdul Aziz Baldé. Une semaine après la reprise des cours sur l'ensemble du territoire national, les cadres du ministère en charge du préuniversitaire sillonnent plusieurs établissements pour constater une reprise effective. La Direction nationale de l'enseignement préuniversitaire privé, quant à elle, visite les écoles mixtes et étrangères. Première étape, le groupe scolaire Molassi dans la commune de Lambaye. À quelques années, il n'y avait que 5 comme ça écoles dans toute la Guinée. Mais aujourd'hui, nous approchons la centaine. On ne sait pas pourquoi et comment. Il faut que le département ait un regard là-dessus. Nous voulons savoir, est-ce que ces écoles sont affiliées à d'autres institutions ou bien ils ont une autorisation de ces pays dont ils font le programme ici en Guinée. Et nous avons des documents guinéens et des documents français. Nous faisons 60% programme guinéen et 40% programme français. Le groupe scolaire Les Écureuils, en passant par le Serval jusqu'au lycée international Simone Veil, la directrice a échangé avec les responsables de ces différentes écoles sur la reprise et sur les cours enseignés. Je vous assure que nous ici, vraiment les documents sont à jour et chaque année que Dieu fait, nous passons avec les partenaires voir si réellement il y a un manquement pour que nous puissions corriger. Nous sommes dans les règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes franco-guinéens et nous avons un agrément pour ça. Un programme qui permet aux parents qui le désirent de présenter leurs enfants aux examens nationaux et à ceux qui le désirent de présenter leurs enfants aux examens français également. Ce marathon va se poursuivre dans les 13 communes de la capitale et le Grand Conakry. Ces cadres de l'enseignement préuniversitaire privé ont 2 semaines pour présenter un rapport aux autorités éducatives. Enseignement technique. Avec cet engagement de la ministre à développer la formation des encadreurs au niveau du préscolaire. Ce n'était jusque-là pas assez répandu au niveau des aînés, mais la chef du département entend bien booster cette initiative. Elle bénéficie de l'accompagnement de l'UNICEF qui salue cette ambition et fournit des kits d'apprentissage à cet effet. Tchernos Mandialo. L'une des réformes clés est récemment opérée par la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, a porté sur l'intégration du préscolaire dans la formation au niveau des écoles normales d'instituteurs ENI. Désormais, dans les 10 ENI seront aussi formés des enseignants pour tenir les classes de la maternelle avec pour objectif de qualifier la formation à ce niveau. Ces kits didactiques et ludiques mis à disposition par l'UNICEF viennent accompagner la mise en œuvre de cette réforme dans les ENI. C'est très important d'investir dans les préscolaires. C'est le début de l'éducation. Ça commence vraiment au préscolaire pour préparer les enfants au primaire et au secondaire pour qu'ils restent et le maintiennent à l'école. Le développement de la formation préscolaire dans les ENI va aussi permettre de répondre à une demande croissante avec l'éclosion des écoles dédiées aux tout-petits et surtout au regard de l'attention particulière qu'elles méritent. Le chef de l'État a instruit que des réformes profondes et essentielles soient engagées au niveau du secteur de l'enseignement technique et nous sommes dans cette lancée. Donc cet accompagnement, ce partenariat avec l'UNICEF ne fait que traduire en fait cet engagement du chef de l'État, cet engagement du gouvernement pour renforcer davantage le système éducatif technique, mais surtout en mettant un accent particulier sur le développement des compétences de nos tout-petits. Avant l'arrivée de ces kits, le ministère de l'Enseignement technique a aménagé dans les ENI des bibliothèques avec pour objectif de dérouler un véritable programme à destination de ces écoles aux enjeux importants pour toute l'éducation nationale.
Dans la préfecture de Forêt-Caria, les élèves de Fagné et Gbereire Bafila bénéficient de kits scolaires. Le geste des natifs de ces localités vise à soutenir l'éducation et à permettre à tous les enfants de bénéficier de meilleures conditions d'apprentissage. Yara Diallo, Diane Diansane et Sidiki Sissé. En ce début d'année, les élèves de Kili Fagné et Gbereire Bafila dans la préfecture de Forêt-Caria reçoivent des kits scolaires. Un appui qui vise à réduire le poids des dépenses liées à la rentrée, tout en offrant à chaque enfant les mêmes chances de réussite à l'école. C'est un devoir pour nous de venir aussi soutenir nos jeunes frères et nos mamans aussi qui sont dans ce besoin pour pouvoir les soutenir dans les achats des frais de fournitures scolaires pour qu'ils puissent vraiment essayer de se concentrer sur l'essentiel qui est l'éducation. On est dans cette dynamique afin que l'éducation puisse être une réalité jusqu'au dans les fins fonds justement de nos districts. L'éducation, c'est une question de tous qui interpelle tout le monde. Les enfants sont notre futur. Il faut penser à eux. C'est très important. Ce geste de solidarité réconforte les bénéficiaires qui saluent cette initiative et appellent les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants pour garantir la relève. Je ne peux pas exprimer ma joie aujourd'hui. Si tu entends un individu, c'est l'éducation. Toutes les formes d'enseignement sont bonnes. Si on n'étudie pas... Pour les parents d'élèves, on va dire, alhamdoulilah, on a fait 3 mois de vacances à la maison. On est obligé de retourner à l'école, de laisser les enfants venir étudier, car l'étude, c'est ce qui peut faire l'avenir de l'enfant. De son côté, le donateur, accompagné de cadres de la localité, invite les élèves à redoubler d'efforts dans les études et réaffirme son engagement à soutenir durablement le secteur de l'éducation dans cette préfecture. La commune de Kaloma est également touchée par cet élan de solidarité en faveur de l'éducation. Le mouvement Kheri Kira, Chemin du Bonheur, apporte un soutien concret aux élèves de l'école primaire Tombo 1 et 2 à travers un don de fournitures scolaires. Ce soutien s'inscrit dans la dynamique du renforcement et d'accompagnement du système éducatif guinéen. Abakar Amikamara. À la suite de la rentrée scolaire 2025-2026, Kheri Kira, Chemin de Bonheur, a offert ce mercredi un important lot de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire Tombo 1 et 2. Ce don composé de tonnes de cahiers, d'ardoises et de stylos vise à soutenir les élèves dans leur apprentissage dans le cadre du programme Simandou Academy. Il n'y a pas un chemin plus royal dans le développement d'un pays que le chemin de l'éducation. Bien que ça ne soit pas la première fois, nous œuvrons dans ce sens pour accompagner le chef de l'État, le général président Mamadi Doumbouya. L'initiative de Kheri Kira a été chaleureusement accueillie par les élèves bénéficiaires, visiblement heureux de recevoir ces kits scolaires. Je suis satisfait de ce don. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pourrais vous dire que c'est le meilleur cadeau que j'ai pu avoir. Ils savent que la Guinée a tous les atouts, la Guinée est pleine de potentialités. Ils ont compris qu'il faut valoriser l'éducation, il faut prioriser l'éducation. Nous remercions les deux ONG, Kheri Kira et son frère Taïrou Bari, qui par ce geste prouvent qu'ils n'ont pas oublié le pays. Cette action s'inscrit dans la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui encourage les initiatives citoyennes en faveur de l'éducation. Kheri Kira qui entend poursuivre cette dynamique en étendant son programme d'appui scolaire à d'autres établissements du pays. Toujours avec la fondation humanitaire Kanfouri Souma qui offre une bibliothèque et un centre informatique à l'école primaire de Taouya. La pose de la première pierre de ces édifices vient d'avoir lieu, un acte pour encourager l'apprentissage des outils informatiques. Abakar Junior Kamara. La fondation humanitaire Kanfouri Souma vole au secours de l'école primaire de Taouya. Une bibliothèque et un centre informatique sont offerts à l'établissement pour augmenter le bagage intellectuel des apprenants. Ce jeudi, la pose de la première pierre de ces infrastructures a mobilisé les responsables de l'école et ceux de la commune de Ratoma. Face à ce geste hautement symbolique, les religieux, le personnel enseignant remercient très sincèrement et souhaitent que cela serve de motivation à d'autres Guinéens
qui compte contribuer pour l'épanouissement de nos enfants. Nous sommes très satisfaits et nous pensons que cela s'inscrit dans la vision de la collectivité, dans la vision du chef de l'État, que chaque citoyen, où qu'il soit, doit savoir qu'il a le devoir ultime de contribuer au développement du territoire, de sa collectivité, de sa localité. Après la réalisation de cette mosquée, la Fondation Kamfori Souma réalise cette bibliothèque et ce centre informatique qui vont aussi permettre aux enfants de faire des recherches et maîtriser des outils informatiques indispensables aujourd'hui à toutes les activités. La meilleure arme pour une nation, c'est l'éducation. Et l'éducation, comme vous le savez, c'est à la base. Si un enfant aujourd'hui n'a pas accès à l'ordinateur, c'est qu'il n'est pas bien formé. Et ouvrir une salle d'informatique et une bibliothèque pour que les enfants puissent apprendre, c'est déjà une très bonne chose. Une des principales missions de la Fondation humanitaire Kamfori Souma est de contribuer au développement du système éducatif afin d'accompagner l'État dans la formation des élites du pays. À des milliers de kilomètres maintenant de Conakry, les couleurs de la Guinée s'élèvent fièrement dans le ciel new-yorkais. À Bowling Green, site emblématique de la finance mondiale, le rouge, le jaune et le vert flottent en hommage à une nation, à son histoire et à sa diaspora. Un geste symbolique, certes, mais chargé de sens et de fierté. Voici le commentaire de Makeme Donzo. La montée du drapeau guinéen à Bowling Green, au cœur de New York, n'est pas un simple geste symbolique. C'est un acte fort, chargé de mémoire et de fierté nationale. Voir flotter les couleurs rouge, jaune et vert dans le haut lieu de la finance mondiale représente une reconnaissance non seulement de la Guinée, mais aussi de sa diaspora active et engagée. Cet événement annuel de flag raising célèbre la Guinée et ses héros de l'indépendance dans l'une des villes les plus emblématiques du monde moderne. Pour sa part, l'ambassadeur représentant permanent de la Guinée auprès des Nations Unies a salué l'initiative de la mairie de New York avec laquelle les relations de travail sont de plus en plus renforcées. La participation de l'ambassade ainsi que de nombreux ressortissants guinéens établis à New York et dans les États environnants montre à quel point cette cérémonie résonne profondément dans les cœurs. C'est aussi un signal fort envoyé par les autorités locales de New York qui reconnaissent et valorisent la diversité culturelle et les liens d'amitié entre peuples. Le drapeau guinéen, qui flottera pendant plusieurs jours dans le ciel new-yorkais, devient ainsi un pont entre les nations, un hommage vibrant au passé et une source d'inspiration pour les générations futures, un symbole d'unité, de reconnaissance et d'espoir. En Afrique de l'Ouest et du Centre, beaucoup de filles ne vont pas malheureusement à l'école. D'autres droits ne sont non plus pas respectés en leur faveur. Le premier forum des jeunes filles leaders qui s'achève dans la capitale sénégalaise vient corriger ces manquements constatés. Le point avec notre envoyé spécial à Dakar, Mohamed de Camara. Une fille, une voix, une décision, c'est sous ce slogan que ce premier forum des jeunes filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est achevé dans la capitale sénégalaise. Les 24 pays présents au forum de Dakar étaient aussi représentés à travers des stands. La Guinée et son partenaire UNICEF, au premier plan de cette exposition, démontrent une fois encore leurs efforts menés dans l'épanouissement de la jeune fille dans le pays. C'est à travers le partage de ces documents-là que les participants pourront mieux comprendre et mieux connaître ce que nous faisons en Guinée. Parce que l'objectif, c'est pas vraiment d'être là au stand. L'objectif, c'est de porter une voix. Il s'agit d'un film institutionnel qui est basé sur la dénonciation des VBG, les violences faites aux femmes. On a constaté que toujours dans certaines de nos communautés en Guinée précisément, il y a des pratiques de 100 ans en arrière qui sont toujours exercées mais qui sont à l'encontre de l'évolution de la société aujourd'hui. Le forum a permis aux filles de l'Afrique du Centre et de l'Ouest de s'engager dans la voie qui mène vers leur propre épanouissement. Ces adolescentes, accompagnées par les adolescents, estiment dans une déclaration que les autorités au niveau africain doivent faire un peu plus dans l'amélioration des conditions de vie des filles
Nous exhortons les pays à s'attaquer à ce problème critique. Nous demandons que toutes les filles, y compris les filles handicapées et celles en dehors du système scolaire formel, puissent accéder à des parcours d'apprentissage alternatifs, à des clubs et associations scolaires. Beaucoup de filles ne connaissent pas leurs droits. Le forum dédié aux filles leaders d'Afrique, de l'Ouest et du Centre a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de la fille, une rencontre qui a permis de partager les expériences des différents pays présents à la rencontre de Dakar. Top départ pour le hackathon Rio Tinto 2025. Depuis ce matin, les candidats sélectionnés ont entamé une semaine de formation intensive. Venus des 4 coins du pays, ces étudiants se préparent à relever de grands défis à travers l'innovation et l'esprit de compétition. Le grand rendez-vous est fixé quant à lui au 17 octobre prochain. En attendant, place à l'apprentissage et à la créativité. Sona Sagno. Après une sélection rigoureuse, 21 projets finalistes ont été retenus pour la grande finale du hackathon Rio Tinto 2025, prévue le 17 octobre prochain, porté par Intellect Consulting. L'événement a mobilisé plus de 900 jeunes étudiants issus des universités guinéennes avec 780 projets soumis dans des domaines variés: agriculture, santé, numérique, environnement et entrepreneuriat social. Qui parle de contenu local parle d'entreprise locale. Donc on travaille avec les entreprises locales. Mais on va se limiter là, comme il a dit. On veut aller à l'origine. Et cette origine, c'est vous. Vous connaissez les problèmes de la Guinée, vous connaissez les réalités guinéennes. Et on voudrait que vous preniez le défi de proposer des projets pour résoudre ces problèmes. L'objectif aujourd'hui, c'est de permettre à des jeunes universitaires de proposer des projets, de compétir, d'obtenir un accompagnement et au bout d'obtenir un financement pour la mise en œuvre de leurs projets. Ce hackathon s'inscrit dans une dynamique de valorisation des talents locaux et de promotion de l'entrepreneuriat jeune en Guinée. Il illustre également la volonté d'acteurs économiques comme Rio Tinto de s'engager davantage dans le développement du capital humain. Nous ne faisons pas que du crédit, nous accompagnons, nous formons. Et ça, c'est très important. Quand vous ne savez pas ce que vous devez faire, la meilleure chose, c'est de l'apprendre mieux pour pouvoir mieux le faire. Le hackathon représente pour nous une très belle initiative de faire parler les talents. Je vois ici des jeunes engagés, des jeunes qui sont prêts à faire bouger les lignes. Le hackathon Rio Tinto 2025 se veut une véritable plateforme de transformation contribuant à l'autonomisation des jeunes et des femmes, à la création d'emplois durables et au renforcement du contenu local. En sport, je le disais tout à l'heure au sommaire, la Fédération guinéenne de handball a organisé la cérémonie de présentation de médailles des équipes nationales cadettes et juniors, une manière d'encourager les jeunes handballeuses après leur participation au championnat d'Afrique. Des kits scolaires ont été également remis à plusieurs élèves qui pratiquent cette discipline sportive. Ambiance, émotion et reconnaissance pour le handball guinéen. Bintia Kondé. Après leur brillante prestation au championnat d'Afrique des catégories cadettes et juniors en Algérie le mois dernier, les handballeuses guinéennes ont présenté leurs trophées et médailles obtenues au tournoi zonal, mais aussi à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, aux autorités sportives. La scolarisation des athlètes, une autre priorité de l'équipe dirigeante de ce sport de main. L'occasion a été aussi mise à profit pour offrir au club des équipements, des kits scolaires permettant aux élèves de bien démarrer l'année scolaire 2025-2026. Je suis très contente, très satisfaite par rapport à l'accueil. Je pense bien que ce ne serait pas la dernière, Inch'Allah. Et du coup, je remercie la fédération, la nation, tout le monde en un mot. Je pense que c'est une très bonne initiative de la part de la Fédération guinéenne de handball. On encourage ces joueurs à faire le sport et accompagner du côté des études. Les autorités sportives se réjouissent de la performance de nos Amazones et promettent de les accompagner pour les prochaines échéances.
une fierté, mais c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas seul qui est devant vous qui parle, mais c'est toute une équipe qui est derrière. Ce mérite revient à tout le monde. C'est une équipe, ça fait presque 15 ans que nous travaillons ensemble et c'est cette victoire qui est en train d'être payée aussi. Grâce à l'accompagnement de l'État guinéen, c'est le lieu pour dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour le plan du sport et plus particulièrement pour le handball. Il était important de venir célébrer la fédération, l'ensemble de l'encadrement, les journalistes sportifs et tous ceux qui se battent. Donc c'est une célébration multiple que nous sommes venus faire. A rappeler que ces équipes nationales cadettes et juniors sont qualifiées à la Coupe du Monde et au challenge intercontinental de leur catégorie prévue courant 2026. Page noire de ce journal avec l'éducation guinéenne qui perd l'un de ses piliers. Ibrahima Bari, plus connu sous le nom de Koto Bari, ancien proviseur du lycée Imbaya, s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche des suites de maladie. Ce lundi, une foule émue s'est rassemblée pour lui rendre un dernier hommage. Parents, collègues, anciens élèves et membres du gouvernement ont salué la mémoire d'un homme qui a profondément marqué des générations d'élèves. Le récit de cette journée d'émotion et de recueillement avec Moussa Bangora. Vous avez été reconnaissant, que Dieu guide vos pas. Célèbre enseignant, Koto Bari assistait récemment à la remise d'équipements au lycée Léopold Sédar Senghor, où des félicitations lui ont été adressées pour sa rigueur et son esprit de grand manager. Des attitudes d'éducateurs leaders qui ont marqué cet établissement public pendant plus de 10 ans. Et l'âge Ibrahima Bari est décédé dans la nuit du samedi à dimanche des suites d'une courte maladie. Après la levée du corps à l'hôpital sino-guinéen, un dernier hommage lui a été rendu au lycée Imbaya. Nous ne nous attendons pas à te perdre maintenant. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a décidé de rappeler son serviteur fidèle. Aujourd'hui, nous sommes tristes, mais aussi fiers. Fiers d'avoir eu Koto Bari comme maître. Fiers d'avoir pu l'honorer avant son départ. Fiers d'avoir partagé avec lui ces derniers instants. À toi, Koto Bari, éducateur d'exception, spirituel de plusieurs générations, nous disons merci. Aujourd'hui, toute la famille sort ici la tête haute. Nous vous remercions. Si tout ce que vous avez dit ici est vrai, ne pleurez plus. Priez pour le repos de son âme. Et priez que les acquis qu'il a laissés soient une pérennité pour une nation. Anciens élèves, parents, amis, collaborateurs et proches du défunt étaient tous mobilisés. Son départ laisse un grand vide dans nos rangs. En 1990, il est nommé proviseur du lycée jusqu'en 2002. Durant cette période, il a organisé, coordonné et dirigé ce temple du savoir avec un effectif de plus de 8000 élèves et 150 professeurs avec les meilleurs résultats au baccalauréat durant des années. Aujourd'hui, plusieurs centaines de ces anciens élèves sont devenus des hauts commis de l'État en Guinée et à l'international. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba, je voudrais remercier très chaleureusement l'amicale qui a voulu célébrer Koto Bari. Leur représentant disait qu'il a compris que la rigueur, l'exigence qui conduisait le travail de Koto Bari était en fait l'expression de l'amour qu'il avait pour ces jeunes. Je voudrais vous dire de continuer à honorer sa mémoire. La cérémonie d'inhumation a lieu ce lundi au cimetière de Dapompa, où reposera à jamais le proviseur Elhaj Ibrahima Bari, un grand serviteur de la République au parcours atypique. Que l'âme de Koto Bari repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment dans les préfectures de Télémélé, Forekaria et Dinguiraï. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.